Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à France-Amérique et plus particulièrement aujourd'hui puisque nous réouvrons France-Amérique et c'est l'essence même de notre cercle, à savoir renforcer les liens entre les hommes et les femmes dans un contexte transatlantique. Je voudrais à ce titre chaleureusement remercier notre président, Jean-Luc Fournier, qui depuis 16 mois maintenant travaille d'arrache-pied avec abnégation pour que notre mission soit exercée, mais aussi pour maintenir l'emploi et bien d'autres choses. Je voudrais aussi remercier nos membres qui nous ont renouvelé cette année leur confiance, et ce en dépit des contingences. Aujourd'hui, nous allons parler innovation, nous allons parler d'innovation et de santé. Pourquoi? Parce que la récente course mondiale aux vaccins, aux soins, a mis en exergue des succès, mais aussi des interrogations auprès de nos États, du rang de nos États, quid du leadership hospitalier, quid de notre leadership à innover, de notre talent à innover, et enfin, quid de notre système de santé. Pour aborder cette question, il y a une palette d'experts. Je les remercie d'avoir fait le pas de nous rejoindre pour ce premier moment en présentiel. C'est aussi l'occasion de remercier nos partenaires, Siemens en premier lieu, mais aussi Manager Santé, l'ESCP Alumni, Berkeley Global Society and Institute of Technology and Innovation. Je voudrais aussi dire un mot en anglais for Ines Osgore. He is right now in Berlin. He will join us to discuss this topic together. So thank you, Ines, for joining us. Next time you will be in Paris and you will be welcome at France Amérique. Maintenant, je voudrais accueillir Nada Nadif, qui est la force vive de cet événement, puisque c'est elle le lien entre les différents conférenciers, mais c'est aussi avec elle qu'on a défini le champ d'application de notre conversation. C'est elle qui va prendre la main maintenant pour présenter les conférenciers et aussi pour leur poser la première série de questions. Avant de lui céder la parole, je rappelle qu'à la fin de cette conférence, pour ceux qui sont ici, il y aura un verre d'amitié qui sera donné dans le salon en bas ainsi que dans notre jardin, si le temps le permet. Voilà, donc une fois encore, bienvenue à France-Amérique. Un grand merci, cher Aubin, de ton accueil au sein de cette magnifique demeure. Merci à France-Amérique de ce partenariat. Merci à tous les participants d'être parmi nous en cette première journée d'été. Nous sommes le 21 juin et c'est agréable de vous retrouver de visu. Un grand merci à nos invités Marie-Pascale Chag, Enguerrand Abran, Ines Osgore over there. Welcome and looking forward to see you here very soon. Thank you for being with us. Et merci encore, Denis Silver, d'être parmi nous. Merci à tous les quatre de vous être rendus disponibles malgré des agendas extrêmement denses en cette période. Et dans un premier temps, je vais me diriger vers Denise Silver. Vous êtes une pionnière de l'e-santé parce que vous avez consacré plus de 20 ans de votre vie à développer l'e-santé. Vous êtes fondatrice de Basile Stratégique, qui est une agence de communication dédiée aux événements en santé. Vous êtes franco-américaine, vous baignez dans le domaine de la santé depuis des années. Vous êtes également titulaire du MBA de Harvard et vous êtes vice-présidente de Harvard Club of France. Quelle est aujourd'hui votre vision, l'état des lieux des innovations en santé selon vous, en France et dans le continent américain au sens large, pour démarrer l'échange? Quelle est votre vision globale? Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment, Nada, de cette invitation sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, car en effet, rien ne permettait d'imaginer à ma naissance à New York, dans une famille non française, non francophone, qu'un jour je vivrais en France et je travaillerais quotidiennement sur un thème qui n'existait pas, qui est la santé numérique. Cet aspect imprévisible des possibilités, se dit en anglais serendipity, c'est le heureux hasard en français. C'est non seulement ce qui rend la vie passionnante,
c'est aussi ce qui fait avancer les innovations. Je vais vous le démontrer. Et c'est pourquoi je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse carrée ou définitive sur la comparaison France-Amérique dans l'innovation en santé. Et de toute façon, vous ne me croiriez pas si je vous disais que je détiens cette réponse. Mais plutôt que de parler de moi, nous allons parler de la vie de quelqu'un dont je parie que vous ne connaissez pas l'existence. Elle s'appelle Katalin Karikó, une scientifique dont le travail nous a permis de nous réunir en personne aujourd'hui, pour ceux qui sont ici. L'histoire de Katalin nous montre à quel point le succès de l'innovation, aussi brillante soit-elle, dépend de la persistance et d'heureux hasards. Car lorsqu'il s'agit d'une vraie innovation, elle provoque d'emblée du scepticisme et de la résistance, y compris aux États-Unis. C'est pourquoi la grande majorité des propositions d'innovation échouent et nous ne saurons jamais ce qui nous a échappé. Katalin est née dans l'est de la Hongrie, dans un village rural dans les années 50. Fille du boucher, elle se passionne pour la biologie en voyant les animaux et fait un doctorat en biochimie dans une université en Hongrie pas connue. Elle entend parler d'une molécule. Je vais donc vous révéler, si vous n'avez pas deviné, qu'il s'agit du messager RNA. Elle apprend que cette molécule permettra de donner des instructions à la cellule humaine. Cette idée l'obsède. Elle devient chercheuse au seul institut de biochimie en toute Hongrie. Mais l'institut ne s'intéresse pas à cette idée. Mais quelle idée? Katalin finit par les convaincre de le laisser travailler dessus. Ça a pris tellement de temps qu'entre-temps, l'institut a perdu son budget et elle perd son emploi. Elle décide, et par quel miracle, elle décide d'emmener son mari et sa fille toute petite aux États-Unis, malgré les difficultés pour quitter la Hongrie avant la chute du mur de Berlin. Elle trouve une position de chercheuse en bas de l'échelle, dans la Pennsylvanie, et arrive à fabriquer son mRNA et à la tester en pipette. Sa molécule enseigne à une cellule, donc en pipette, à fabriquer de l'insuline. Mais les mauvaises nouvelles reprennent. Son collègue quitte l'université. Elle trouve un deuxième collègue, il s'en va aussi aux États-Unis, il y a beaucoup de turnover. Elle trouve donc, elle identifie un programme de grant. Elle se dit, je vais m'obtenir une dotation. Ce programme annonce qu'il y aura 6 bourses. Il y a 7 candidats. C'est la seule qui n'est pas retenue pour cette bourse. En 1998, après 10 années d'échecs à Philadelphie, parce que personne ne veut d'elle, comme elle n'a pas de grant, comme elle n'a pas de position de type CDI, elle se trouve devant une photocopieuse. Elle dit d'elle-même qu'aujourd'hui, elle ne se trouverait plus jamais devant une photocopieuse, on ne s'en sert plus. Et elle est à cette photocopieuse, elle échange avec un inconnu qui attend comme elle la possibilité de faire les photocopies. Il se révèle être le professeur Drew Weissman, qui fait partie du laboratoire d'un scientifique encore inconnu, qui s'appelle Anthony Fauci. Elle dit à Drew qu'elle peut produire pour lui, pour travailler sur les vaccins de M. Fauci, un ARN messager, et il l'invite à rejoindre son laboratoire. Encore un échec va suivre. Les souris tombent malades. Ils réalisent qu'il faut qu'ils entrent dans un autre processus pour modifier le mRNA. Et finalement, les souris fabriquent la protéine. Les journaux américains scientifiques continuent de refuser leur publication. Ils créent une entreprise et personne ne veut investir dedans. Donc, vous qui pensez qu'aux États-Unis, il suffit d'être dans un ascenseur, de raconter 30 secondes, et l'autre vous sort ses millions, ce n'est pas vrai, et je l'ai vécu moi-même. Donc, je vous avais parlé depuis 1998, il faut attendre jusqu'en 2010, lorsque l'entreprise qui va s'appeler par la suite Moderna engage un scientifique, un hématologue qui dit « cette molécule m'intéresse », il va travailler sur le cancer avec, et 3 ans plus tard, elle, Katalin, rencontre le fondateur de Biotech, donc un Turc en Allemagne, encore des hasards, qui lui propose un job.
Peu après, Pfizer et BioNTech lient une relation, et la suite, vous le connaissez, les deux sociétés, Moderna et Pfizer-BioNTech, vont fabriquer le vaccin Covid. Est-ce que sans une épidémie, comme il n'y en a pas eu depuis 100 ans, le monde se serait intéressé à la molécule mRNA messenger et qui va pouvoir désormais nous fabriquer toute une série de produits qui vont nous aider par rapport à d'autres maladies. Revenons à mon univers, la santé numérique. Est-ce que sans le Covid-19, le monde serait autant intéressé à la télémédecine? La télémédecine suit des développements parallèles en France et aux États-Unis et partout dans le monde depuis 30 ans. En France, c'était un institut créé en 1989. Aux États-Unis, c'était un peu avant, mais peu importe. C'était toujours limité à des situations d'exception où les médecins ne voulaient pas se rendre, comme les prisons, les grands déserts médicaux. Et il ne fallait surtout pas, si vous écoutiez l'ordre des médecins, concurrencer les médecins qui auraient eu un cabinet par hasard plus près. Aux États-Unis, pareil. Jusqu'à récemment, la AMA, American Medical Association, voulait interdire, était de ceux qui disaient il faut avoir une licence si vous voulez exercer la télémédecine dans un autre État. Donc prenons l'État de Rhode Island qui est le plus petit. Vous ne pouviez pas faire de la télémédecine en dehors de ce sphère. Suite à l'inflexion induite par Covid, qui est venue par hasard, donc, toute la santé numérique trouve une voie plus libre. La télésanté s'ouvre sur la télésurveillance, c'est-à-dire l'usage d'objets connectés pour monitorer des paramètres médicaux. Tout ceci produit beaucoup de data qui vont intéresser l'intelligence artificielle pour trouver des améliorations dans la prévention et le suivi. La formation à distance, l'IA, les chatbots ont été boostés par la pandémie. De même, les applications mobiles et l'usage de la réalité virtuelle pour déstresser. Il y a 12-13 ans, j'ai été approchée par une collaboration par la fondatrice d'une entreprise B2B à Nancy. Elle voulait savoir si je pouvais l'aider à prospecter les médecins pour que nous puissions leur proposer ce qu'elle proposait déjà à plein de métiers, qui est la prise de rendez-vous par les patients en ligne. Les médecins français, outre une poignée, nous ont tous refusé, mais vous n'imaginez pas, mesdames, que je vais autoriser à mes patients à prendre des rendez-vous dans mon agenda que je mettrai en ligne. Aujourd'hui, ce même concept permet à toute une série d'entreprises françaises, américaines, espagnoles, de vivre. Et si on regarde les chiffres, comme les nombres de brevets de publication ou de licornes, c'est-à-dire les entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars, pour entreprises privées, la France et même l'Europe sont loin derrière les États-Unis. Sur les 53 licornes dans le domaine de la santé, 39 sont américaines, une seule est française, et 7 une société dans ce domaine de la prise de rendez-vous, c'est Doctolib, que vous connaissez si vous ne le connaissez pas avant. Donc je constate avec plaisir, par ailleurs, que la France est leader dans un domaine qui m'est cher, la réalité virtuelle, en termes du nombre d'études réalisées. Sur clinicaltrials.gov, la France compte 112 essais cliniques, alors que le suivant en Europe compte la moitié. 8 Français sur 10 se déclarent favorables à l'utilisation de l'espace numérique en santé. L'identifiant national de la santé est lancé. C'est quelque chose qui existe dans beaucoup d'autres pays, en particulier en Estonie. On va beaucoup plus vite parce qu'il y a une seule identifiant. Dernièrement, Tim Cook, PDG d'Apple, a félicité un jeune Français de 25 ans, Guillaume Rosier, qui a créé Covid Tracker et Vitmados. 2 startups françaises ont annoncé à l'ASCO, le plus grand congrès en oncologie, des résultats de recherche, Hawking pour le cancer du pancréas et Bliss pour une étude de la réalité virtuelle dans la douleur. NEMO, MNEMO, la spin-off de l'Institut Curie et Memorial Sloan Kettering, ont levé 75 millions d'euros, la plus grosse levée de fonds par une jeune société de biotech en France, pour faire des recherches sur les thérapies du système immunitaire. Le département santé de Business France pour l'Amérique du Nord a réalisé des vitrines dernièrement et des incubateurs pour les startups françaises en biotech et biodigital.
Emmanuel Macron a appelé à la création de 10 géants de la tech valant plus de 100 milliards d'euros d'ici 2030 seulement, c'est tout près, accompagné de diverses mesures comme l'usage de l'anglais, fait qui faisait horreur avant dans les entreprises françaises. Des éléments améliorés, il y en a. Il serait bien et beaucoup mieux de cultiver une culture de la confiance à l'école en France, qu'il n'y a pas encore tout à fait. Il est nécessaire que la France rende plus lisible le processus d'accès au marché pour les innovations en santé numérique, chose qui est un peu mieux en Allemagne et aux États-Unis. Et il manque une vraie Europe à part entière, qui n'est pas une Europe dirigée par un de ces pays comme la France ou l'Allemagne. Mais je vois une France où l'innovation commence à prendre davantage son élan, qui est plus consciente de la nécessité d'être inclusive de toute la population pour ne pas perdre leur talent. Et concernant notre sujet, mettons notre énergie dans les innovations qui rendent un vrai service. Avec de la persistance, le succès suivra. Merci Denise pour cette première partie. Thank you very much, Denise Silver. So now I would like to talk with Ines. So Ines, can you hear us? Yes, I can. Can you hear me as well? Yes, we can hear you perfectly. So thank you again, Ines, for joining us. So Ines Osgor, Dr. Ines Osgor, you are the CEO and founder of Jizoon Artificial Intelligence. I guess that Jizoon means something like bien-être in French. It's a privacy-first platform for data-driven organizations in healthcare. Osgor, you are a Carnegie Mellon trained serial artificial intelligence entrepreneur. You are also most recently founded and been leading the artificial intelligence division of Car Syntax, which is based in Berlin, which is also a medtech company having raised 180 million to date. Previously, Ines, you founded EE&E based in the United States and also based on your PhD research at Carnegie Mellon. I know that you are also now working with INSEAD in Paris. It's very interesting to have your vision, to have your expertise, Ines, because you have been founding a company in the United States. Now you are funding your company from Europe, but with money probably coming from the United States. So this question about innovation pertaining to healthcare via both EU, French, and United States perspective, it's quite interesting. So thank you to share with us this expertise, Ines. The floor is yours. Thank you for this introduction, Oban. It's a pleasure to be with this wonderful group of people today. I really appreciate the opportunity to connect and share my experience. As Oban mentioned, I'm based in Berlin, but spent my adult life in the US. And of course, it's not a surprise, and I think many people are aware that the innovation culture in Europe is different from the United States. And when you say innovation culture, it's such a loaded topic, it probably would require some academics who are well-versed in the literature to comment on it. But as far as I'm concerned, innovation from an entrepreneurial perspective, requires some key ingredients to build something from nothing, right? And in healthcare, that becomes, exponentially more challenging because you can't just build something and sell it, to people who want to buy your services. Regulations are in place, defining how products and services are developed and tested and marketed and tracked in their, life cycles. And so there are definitely regulatory concerns. There are definitely established business incentives for different healthcare stakeholders to act in certain ways than others. And of course, there's also, especially important for someone like me who has spent his career in data science and machine learning, is the availability and accessibility of data, at the core of which privacy and security sit. So all these considerations, make the entrepreneurial journey for a startup very different depending on where you go in the world.
And in general, it's probably easy to say that, United States has the right ecosystem. Of course, not everywhere, but, using the Silicon Valley, Bay Area example, you need talent, you need top-notch, professionals, either, coming from academia, universities, or specific established industries. So that's one leg of innovation. Do you have the right expertise, the manpower? Do you have a market that exists that is willing to use your product or services today? Basically, the risk aversion or the innovation appetite for the customer base. That is also very, very, a big part of the innovation culture. And third, you need the investor base. I think that this is one of the primary concerns in Europe today, where not enough venture capital funding is available to entrepreneurs, to startups, large and small. And many startups end up pursuing investors outside Europe. And the United States investors typically have deeper pockets. And ultimately, you'll find startups, reincorporating or repositioning their entire organization to become more US-centric. And that is, of course, at the end of the day, a lost opportunity for the European Union. So when you think about, again, early customers, talent, investors, when you think about it, all these three ingredients are more or less here in Europe, but unless this kind of, innovation culture is part of the day-to-day lives, not just for startups, but for the everyday people, it'll be hard to build and sell or adopt new technologies. And I think one of the issues that I have observed in my limited tenure in Europe, is that the risk aversion is much larger in Europe. People are more skeptical of new technologies, new solutions. They are not as readily willing to support them. Instead, the overarching innovation culture in Europe, as far as I can tell, is basically sustaining what is already available and working, and it has worked for decades, if not hundreds of years, and building predictable but incremental innovations on top that are not disruptive in nature, but sustaining in nature. So how do we, continue the existing best practices, existing processes, and existing conjuncture of different interconnected stakeholders? So I think that this is the biggest difference, without going into the details of the healthcare, the intricate details of healthcare and data and privacy and artificial intelligence. Because when it comes to ethics and transparency and equity and explainability of artificial intelligence solutions, I think Europe is definitely leading the rest of the world on some of these humane considerations. And that can be perceived as an opportunity in some ways, but in others, the regulators have to be, and the business leaders have to be cognizant towards what kind of pull and push effects these regulations and best practices create. And today, it's fair to say that China is moving the fastest across the board in all technology, including artificial intelligence. The United States has the most mature and biggest ecosystem across any measure. And Europe has top-notch talent from universities or other corporations. But once you lack the deep investor pockets, some of which will have to come from different kinds of institutions like insurance or pension funds or other family offices where venture capitalists find their own money. Unless we can, enable the local startups to tap into local talents and capital and customers, many of them will continue to, target United States as soon as they have a marketable product. And that has been the status quo. But I think some key advantages, as I mentioned earlier, of Europe are emerging as well. So that's the good news. Thank you, Ines, for your explanations. I believe we will speak again with the other panelists about ecosystem, about the culture, and also regarding the barriers that you can face depending on you are in Europe or in the United States.
So I know that you speak some word in French, Ines, so do not hesitate to interrupt, to jump in the conversation. So Nada, please, could you introduce the next speaker? Yes, sure. Thank you very much, Ines, and we'll come back to you for a Q&A session later. J'accueille à nouveau Marie-Pascale Chag. Merci encore de ta présence. Tu es directrice de l'innovation du groupe Vivalto Santé. Donc, c'est le 3e groupe d'hospitalisation privée en France, qui a depuis 7 ans déjà mis en place une direction de l'innovation que tu diriges et dont tu étais à l'origine. Tu as occupé plusieurs fonctions depuis plus de 20 ans, donc tu as également dédié une grande partie de ta carrière à la santé, en transformation organisationnelle, conduite de projet en système d'information, contrôle de gestion également. Quelle est aujourd'hui la vision du groupe et la tienne de l'innovation? Comment se porte l'innovation chez Vivalto et en France, quelle est ta vision et comment ça se décline au quotidien? En tout cas, merci pour cette invitation ce soir. Je vais vous faire vivre de l'intérieur en fait l'histoire de l'innovation dans le groupe Vivalto Santé. Ça part en effet il y a 7 ans. Alors notre PDG est quand même, était directeur d'innovation à la Générale des Eaux et c'est lui qui a créé la Générale de Santé, donc la santé privée en France, et donc du coup quelqu'un de très innovant. Et notre rencontre a fait qu'on a constaté il y a 7 ans que les systèmes étaient en train d'être subventionnés pour mettre en place des SI classiques, alors que dans les autres industries, on est en train de faire une révolution digitale. Et nous, on s'est dit, mais cette vague, on va la prendre un jour. Et il faut qu'on regarde, en fait, et qu'on se prépare à tout ça. Alors, il y avait plusieurs constats. On avait déjà des startups qui étaient en train de foisonner. Même nos médecins, en fait, qui sont actionnaires de notre groupe, en fait, commençaient à devenir des start-upers. On avait aussi constaté que les patients étaient en train d'évoluer, devenir des patients qui avaient envie d'être acteurs de leur prise en charge et non pas passifs. On avait aussi absorbé une nouvelle réglementation de tarification qu'on avait du mal en fait à ajuster avec des nouvelles prises en charge comme la récupération rapide après chirurgie, comme tout ce qui était interventionnel qui faisait que le métier passait de l'hôtellerie, entre guillemets, à un plateau technique surpuissant où le patient allait venir et repartir très vite. Donc en fait, on voyait que le monde de la santé, la façon de fonctionner des établissements allait changer. Et nous, on nous préparait pas à ça en fait. On est en train de nous dire, essayer d'avoir un système d'information qui puisse permettre d'avoir un dossier médical. Et donc du coup, on a décidé de créer la direction innovation et le but était déjà d'acculturer, c'est-à-dire d'amener en fait à l'intérieur du groupe, à l'intérieur de l'établissement, ce qui se passait à l'extérieur, dans d'autres secteurs. On a commencé à parler digital, blockchain, etc. Mais juste pour acculturer, qu'est-ce que c'est qu'un POC, etc. Et puis petit à petit, en fait, on a commencé à mettre en place des POC. Tout ça, en fait, pour gérer cette résistance au changement. Parce que ça ne se fait pas en quelques mois, ça se fait en plusieurs années, pour après arriver à mettre en place en fait un système innovant minimum viable. On l'a appelé comme ça parce qu'on s'est dit les innovations vont se cumuler, on va vivre une réelle accélération et en fait il va falloir qu'on s'adapte à chaque fois. Et donc il ne va pas falloir qu'on dise on innove un moment, puis après on s'arrête, et puis après voilà, il va falloir que le système absorbe petit à petit ces innovations. Et donc ça c'était le début, et puis on a créé un comité innovation qui est au plus haut top donc, du coup, du groupe. Donc c'est le COMEX plus en fait les directions fonctionnelles comme la DSI ou la direction qualité pour à chaque fois en fait valider les projets dans lesquels on allait. Tous les projets où on allait tester sur le terrain les usages pour commencer à faire un modèle et transformer en fait petit à petit le terrain en fait pour s'approprier ces nouvelles innovations. Et aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on a un manifeste qui décrit notre stratégie innovation. La stratégie innovation est vraiment un pilier de la stratégie du groupe, à part entière, puisqu'en fait, même les actionnaires ont compris que ça avait une valeur, que l'innovation, la dynamique innovation avait une valeur pour le groupe, au-delà de l'aspect chiffré. Et donc, on accepte l'échec, on accepte ce risque-là, mais pour être toujours en fait, dans la course et pour être toujours au top de l'innovation. Et donc, on a défini nos 4 axes. Donc, vous allez voir qu'ils sont complètement... On a l'innovation médicale. Bon, ça paraît à peu près classique pour des établissements. On a l'expérience patient.
Donc pour nous, c'est une innovation et on va être sur cet axe-là. Et on a une directrice de l'expérience patient, donc qui va être sur ces sujets-là. On a un troisième axe, c'est la qualité de vie au travail. Alors vous allez comprendre que c'est très sensible dans les temps actuels avec nos personnels qui sont à bout de souffle. Et donc, il va falloir innover de plus en plus sur la qualité de vie au travail. Et le troisième axe, c'est bien sûr l'efficience organisationnelle. Voilà. Donc, ces 4 axes, maintenant, sont portés par des sponsors. Et la direction innovation, en fait, amène la méthodologie, le change, toute la veille, tout ce qui se passe dans l'écosystème pour, en fait, alimenter en fait, ces sponsors qui portent ces axes-là. Et ensuite, on a été plus loin, puisque le groupe est maintenant entreprise à mission, et rentré dans une démarche d'entreprise à mission, donc qui est vraiment une contrainte assez forte, avec des KPIs importants à apporter. Et en fait, on a 6 engagements, et il y a un engagement sur l'innovation, donc c'est participer à l'innovation, qu'elle soit pour les patients, les médecins et les salariés. Donc c'est un engagement fort d'axe, voilà, de dynamique interne. Après, si on parle de ma vision, en fait, en France de l'innovation, alors je dirais qu'on va commencer par les points forts, toujours. Les points forts, on a des réelles compétences. On a des très bons, que ce soit en data scientist, en numérique, on est des créateurs dans l'âme. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et je vois le dernier résultat de la coalition, on a vu plus de 300 startups en 3 mois là, qu'on a checké. Donc il y a vraiment des compétences. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que les investisseurs sont venus aussi assez vite. Donc, on parlait tout à l'heure de tous ces investissements qui sont en train de se faire. On a des fonds d'investissement spécialisés en santé, en innovation santé qui se créent, comme Carista, enfin voilà. Donc, en fait, on a vraiment maintenant, avant, on se disait, bon, on a les idées, mais on n'a pas l'argent. Bon. Là, franchement, les investisseurs sont là, ils sont vraiment là. Après, qu'est-ce qui va nous poser problème et qu'est-ce qui va poser problème aux startups qui fait qu'on les voit naître, on les couve, et puis après, on les voit partir. Et ben c'est déjà, on est dans un secteur très réglementé en France, et donc elles cherchent leur business model constamment, et sans voir en fait de timing en fait. Donc les sociétés qui sont lancées dans la télémédecine au moment des expérimentations, les pauvres, elles ont attendu 4-5 ans pour essayer d'attendre d'avoir une tarification. Voilà, donc ça, c'est pas les temps des startups. Voilà. Et donc, on les voit partir, malheureusement. D'autres restent et font des gros succès. Et je dirais que la deuxième chose aussi importante, c'est qu'on nous a fait peur avec les GAFA. On nous a fait peur, et ce qui fait que même ceux qui réussissent, on les pointe du doigt au départ. Enfin, l'exemple Doctolib, moi, je fais partie de ceux qui ont aidé à déployer Doctolib dans le groupe il y a 4 ans. Il y a 5 ans, on avait fait un partenariat. Et en fait, à un moment donné, ça devient tellement gros qu'on en a peur. Donc à un moment donné, il faut aussi mettre en avant les succès pour que les gens aient envie de rester et aient envie de conquérir la France, l'Europe, voilà, pour être forts. Donc ça, c'est un sujet important. Et puis le dernier sur lequel je vais appuyer, parce que je pense que le Covid a fait vraiment basculer les choses, c'est le fait qu'on soit dans une organisation en France qui est très morcelée, très silotée, très réglementée. Alors du coup, on ne s'y retrouve plus. On a les industries qui travaillent en parallèle des soins, qui travaillent en parallèle des startups, et puis on a le ministère qui travaille en parallèle des régions, qui ne vont pas à la même vitesse, qui n'ont pas les mêmes stratégies. Et donc du coup, pour un start-upper dans tout ça, il ne se retrouve pas. Alors le dogme aussi privé-public, parce que vous avez dû le voir pendant la crise aussi, que ça aussi, on n'a pas été très bon dans la première phase de crise où le public et le privé ne travaillent pas ensemble. Donc la crise a été révélateur de nos problématiques, et ce qui fait qu'un pauvre start-upper qui arrive, qui a une superbe idée et qui cherche un terrain de jeu, bah déjà, il n'a pas la notion de tout ça. Et donc c'est extrêmement compliqué pour lui. Alors là où j'ai bon espoir, c'est que la crise a révélé des mouvements. C'est-à-dire que tout le monde s'est serré les coudes et on a eu, moi je vais vous citer 2 créations dans lesquelles je participe depuis 1 an. La coalition. Alors la coalition, c'est simplement des bénéficiaires, ce qu'on appelait les bénéficiaires, c'est-à-dire des établissements de soins, que ce soit CHU, privés, voilà, tous mélangés. On ne regarde pas d'où on vient, hein, on est avant tout on dispense du soin. En face, vous avez une multitude de laboratoires et puis vous avez des start-upers. Et l'histoire, c'est de dire les patients ont besoin très très vite d'innovation sur le terrain pendant cette crise
pour accéder aux soins, pour accéder à un certain nombre de choses. Et donc, on va faire du plug and play très très vite. On va faire en sorte que le projet puisse aboutir et rendre service et être sur le marché assez vite. Donc ça, c'était une première chose. Et on espère que ça va perdurer. On a la deuxième session et on va continuer. Et la deuxième initiative aussi, ça a été avec la BPI. Donc Vivalto a un partenariat avec la BPI. Et en fait, on a créé la communauté BPI. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette communauté? Et bien, en fait, ce sont tous les acteurs de l'écosystème qui vont pouvoir se parler. Alors, moi, établissement soin, je vais pouvoir parler à une mutuelle, je vais pouvoir parler à un industriel, je vais pouvoir parler... Parce qu'en fait, mes projets ils sont transverses et j'ai besoin d'échanger sur les problématiques. Et j'ai besoin en fait, qu'on trouve les solutions ensemble, puisque les business models, on va les trouver ensemble aussi. Voilà. Alors, même s'il y a eu des efforts de fait, on va dire l'article 51, qui permet d'innover, d'enlever certaines barrières administratives sur l'organisation et la tarification. Enfin bon, moi je fais partie d'un article 51, il a mis 1 an et demi pour sortir un cahier des charges et on va mettre 2 ans d'expérimentation. Alors qu'on était déjà en POC sur le sujet et on prend des patients en charge sur ce modèle-là depuis déjà 3 ans. Donc vous voyez, il y a un décalage dans le temps et un problème d'agilité encore qu'on n'a pas parce qu'on a ce silotage et cette réglementation qui pèse quand même beaucoup sur le pays. Voilà ce que je vois. Alors moi aussi, je vais conclure en disant vivement qu'on se voit au milieu de l'Europe aussi, parce qu'il nous faut cette dimension-là pour que les start-upers puissent vivre en fait, et puissent devenir des belles licornes. Exactement, voilà. Et vivement que tout le monde se parle, les universités, les établissements de santé privés, les industriels et la santé publique. Ça me fait une transition pour arriver à Enguerrand. Encore une fois, merci et bienvenue. Tu es directeur du fonds de recherche de la Fédération hospitalière privée. Tu es aussi... Public. Ah oui. Lapsus. Je refais. De la FHF. Et tu es également impliqué dans l'initiative Bloc opératoire augmenté de la PHP, qui est également publique. C'est ça. Quelle est ta vision de l'innovation? Comment se porte l'innovation dans le public? Quelles sont les initiatives portées par le Fonds d'innovation et de recherche de la FHF? Et voilà, comment tu vois le contexte? Et puis les atouts et les axes d'amélioration en France pour rester... Alors, j'ai un privilège dans mon métier, j'ai le temps de me questionner sur les fondements de ce qu'on fait. Et comme c'est le fonds recherche et innovation, c'est donc poser la question, qu'est-ce que l'innovation en santé? Parce que déjà, qu'est-ce que l'innovation? Est-ce que quelqu'un ici est capable de me donner une définition et est-ce qu'on aura tous la même définition? Et ça fait 6 ans qu'on la travaille, cette définition, donc je vais vous la donner, mais si vous ne l'avez pas, c'est normal, même nous, ça nous a pris du temps. Parce que j'ai entendu des choses, justement, parmi les autres panélistes, j'ai entendu qu'on parlait de recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, ça produit de la connaissance, donc ce n'est pas de l'innovation. J'ai entendu parler de recherche appliquée, on produit des inventions, on utilise ce qu'on a découvert. Là encore, ce n'est pas de l'innovation. J'ai entendu de la recherche clinique. La recherche clinique, ça produit des évaluations. Donc là encore, ce n'est pas de l'innovation. J'ai entendu parler d'intelligence artificielle, de blockchain, tout ça, c'est des technologies. C'est donc des inventions susceptibles d'application. Mais tout ça, ce n'est pas de l'innovation. Et donc l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est, en tout cas, une direction innovation, quelle est sa mission? Déjà, c'est une fonction de support. Un directeur innovation, c'est pas lui qui innove. Un directeur innovation, il crée l'environnement pour qu'on puisse innover. Tu as parlé de méthode, c'est probablement ce qui est le plus important. Tu as parlé d'écosystème, c'est essentiel. Et donc, l'innovation, c'est quoi? C'est la recherche de l'amélioration continue ou disruptive, basée sur l'expérience et centrée sur les utilisateurs et leurs usages. C'est ça, nous, en tout cas, la définition qu'on donne de l'innovation. Et si on regarde des innovations qui ont transformé le monde, des innovations dont on a parlé aujourd'hui et tout ça, la plupart, ce qu'elles ont compris, c'est surtout un besoin et comment y répondre. Par exemple, est-ce que vous savez que la plupart des technologies qu'il y a dans l'iPhone, elles étaient sur le marché 5 ans avant que l'iPhone ne sorte. N'importe qui d'autre aurait pu faire l'iPhone à part Apple. On a parlé des vaccins à ARN messager, les technologies et toutes les connaissances nécessaires étaient présentes depuis des années et des années dans le domaine. Les nanoparticules phospholipidiques pour apporter l'ARN messager, la synthèse d'ARN messager, la stabilisation de la protéine spike dans le vaccin, tout ça existait depuis très longtemps. Et d'ailleurs, généralement, on dit qu'entre une invention et une innovation, il y a 15 ans.
Et pourquoi le Covid, en fait, a accéléré les choses? Parce que le plus important, en fait, dans l'innovation, si on parle d'amélioration, on parle donc de transformation, en fait, de votre pratique, ou pas. Et les bonnes innovations, généralement, elles ne vont pas transformer votre pratique, mais elles vont l'améliorer. Et par exemple, l'automobile a énormément innové et personne ne s'en est aperçu parce qu'on conduit plus ou moins toujours de la même manière. Par contre, c'est beaucoup plus facile et il y a beaucoup plus de choses qui nous assistent. Et en fait, du coup, le point essentiel, c'est la transformation, le management du changement. 60 à 80% des projets hospitaliers échouent pendant le management du changement. Et on a parlé de Doctolib. Doctolib, il avait des concurrents, et des concurrents qui étaient portés par des grosses sociétés très implantées dans le domaine de la santé. Et c'est Doctolib, petite start-up, qui a réussi, parce que Doctolib, ils ont piloté le changement, en fait. Ils ne se sont pas dit, ma solution, elle est tellement incroyable que tout le monde va s'en doter. Non, vous allez vous en doter, et je vais accompagner le changement. Je vais communiquer sur ce que va apporter cette vision future auprès de vos usagers. Je vais vous former, bien évidemment, parce que le changement, il est piloté par deux choses. La motivation à changer. En effet, si j'utilise ça, le futur a l'air plus intéressant. Et puis un autre aspect que beaucoup de gens ignorent, qui est la capacitation perçue. Est-ce que je maîtriserai aussi bien mon futur métier que mon métier actuel? Et si j'ai peur de ne pas le maîtriser, eh ben, je vais être une résistance au changement. Donc la communication et la formation sont extrêmement importantes. Et puis il y a d'autres leviers, la facilitation, la participation aussi, comme tu l'as dit, le co-développement, construire avec vos futurs usagers en fait. Alors voilà, ça c'est le privilège en fait qu'on a. On a travaillé sur toutes ces choses-là. On a créé des programmes de formation pour les hospitaliers. Tu as parlé d'acculturation, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand on questionne en fait l'hôpital, aujourd'hui l'hôpital il vous dit j'ai 3 métiers. Le soin, la formation et la recherche. Et attention, la recherche, ce n'est pas de l'innovation. Et donc, est-ce que l'innovation, en fait, c'est un métier que je devrais faire? Est-ce que j'ai en plus le temps de faire ça, en fait? En fait, oui, parce que l'innovation, ce n'est pas une fonction en plus. Comme c'est le process de gestion de l'amélioration continue de toutes vos activités, c'est quelque chose que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, très probablement, vous finirez par disparaître. Tu en as parlé. C'est aussi être acteur du changement. Je ne vais pas subir ce qu'on me propose, je vais construire moi-même le futur dans lequel je souhaite m'intégrer. Et puis il y a énormément d'effets collatéraux qui sont très intéressants. Ça mobilise les salariés de manière considérable, ça développe l'attractivité RH qui est une vraie problématique hospitalière aujourd'hui, ça développe bien évidemment l'attractivité patient. Vous voulez aller dans les centres les plus innovants, vous voulez aller dans les centres qui ont les dernières améliorations à vous apporter. Donc voilà. L'innovation, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire, ce n'est pas de la recherche. C'est vraiment pas la même chose et en fin de compte, on s'aperçoit même que ceux qui font de la recherche et ceux qui font de l'innovation, parfois vous découvrez les choses, c'est pas vous qui produirez l'innovation. Et ça a été le cas pour les vaccins ARN messagers. Toutes les technologies utilisées dans les vaccins ARN messagers, elles ont été produites par la recherche publique et elles ont été produites en termes d'innovation par des laboratoires pharmaceutiques. Il n'y a pas eu forcément de brevets ou de choses comme ça, parce que c'était des choses relativement anciennes. Et puis, les crises, en fait, comme on a connu, elles sont très favorables à l'innovation. Puisque le pire, en fait, c'est la maturité du besoin. On a parlé de la télémédecine avant que j'intervienne. La télémédecine est un très bon exemple. Tout était là pour faire de la télémédecine depuis très longtemps. Mais les gens n'en avaient pas l'envie. Et le Covid, en fait, a forcé les choses. Il a fait mûrir le besoin. Et donc, on a été obligé de faire de la télémédecine. Et là, ça a décollé. Et les vaccins ARN, on les utilisait pour les maladies rares. On les utilisait pour certains cancers. Mais voilà, le faire pour d'autres pathologies, prendre ce risque pour un laboratoire pharmaceutique qui n'en faisait pas, c'était potentiellement dangereux. C'était des coûts avec un fort risque, en fait. Et puis, il y a eu le Covid. Il y a eu une répartition aussi. Il faut savoir que la France, on n'est pas parti sur cette technologie-là parce qu'il y a eu aussi une coalition mondiale. On a essayé de se répartir les sujets sur lesquels on partait parce que l'objectif, c'était que l'humanité s'en sorte et pas qu'un pays gagne. Et malheureusement, à la loterie, on n'a pas eu de chance. Et donc voilà, nous, c'est la définition qu'on donne de l'innovation. Du coup, à l'hôpital aujourd'hui, il y a un gros travail d'acculturation. Il y a un travail d'acculturation énorme parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, déjà, dans les centres hospitaliers universitaires qui font de la recherche clinique, l'innovation, c'est vu comme une continuité. Et d'ailleurs, c'est la direction de la recherche clinique et de l'innovation. Ça, c'est une très mauvaise chose, parce que déjà, c'est pas du tout la même chose, donc c'est pas les mêmes compétences. Et en plus, vous lancez un signal qui est fort, c'est que vous dites, du coup, l'innovation, c'est pour le soin. Alors que l'innovation, c'est pour toutes vos activités. Aujourd'hui, moi, je connais des startups qui font des choses dans le domaine organisationnel, dans le domaine RH et tout, à l'hôpital, qui sont fantastiques.
mais elles n'ont pas d'interlocuteur dédié à l'innovation. Alors elles vont voir leurs usagers, mais après, voilà, c'est des complexités, comprendre comment est construit un hôpital, qui a quel pouvoir décisionnel et toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses qui sont plutôt compliquées. Donc il y a un gros travail d'acculturation à l'innovation, il y a un gros travail de formation aussi. L'hôpital, malheureusement, une petite problématique, on va dire, de consanguinité de compétences. Il y a trop de gens qui viennent du même endroit, et ça, c'est nocif pour toute organisation. Mais il n'y a pas que l'hôpital, hein, c'est un peu une culture française. On aime bien, quand il y a un polytechnicien qui est PDG, il s'entoure de polytechnicien. Quand c'est un centralien, il s'entoure de centraliens et tout ça. Ces écoles-là ne sont pas mauvaises, c'est même le contraire. Mais la problématique, c'est quand en fait, tout le monde vient du même endroit, tout le monde a la même culture. Et à l'hôpital, on a beaucoup de gens qui ont fait le HESP, on a beaucoup de gens qui ont fait Sciences Po, on a beaucoup ces cultures-là. Même la faculté de médecine, c'est très particulier. En France, les facultés de médecine, elles sont détachées du reste de l'université. Quand vous faites vos études de médecine à Harvard, vous pouvez aller voir du droit, vous pouvez aller voir de l'économie et toutes ces choses-là, c'est sur le même campus. Nous, on a créé des cursus dédiés. Donc là aussi, c'est quelque chose de catastrophique. Et donc, voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que on est en train de se saisir de l'innovation. Et d'ailleurs, le privé est un moteur, hein, parce que l'hôpital public aime bien se comparer au privé. Quand le privé fait des choses, c'est même des leviers qu'on a parfois, nous, utilisés pour que certains hôpitaux publics se mettent à faire quelque chose. On leur dit, bah, regardez, la clinique d'à côté le fait déjà. C'est un moteur. Et donc, on fait ce travail voilà, d'acculturation, de formation à l'innovation, et puis de créer des écosystèmes. Après, l'hôpital public est déjà un écosystème en soi. Et il y a un sujet, nous, qui nous intéresse beaucoup, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais l'hôpital public, c'est le premier employeur d'à peu près toutes les villes où il y a un hôpital public. Sauf à Niort, parce qu'à Niort, il y a les sièges sociaux des grosses mutuelles. Et donc, le centre hospitalier de Niort n'est pas le premier employeur de sa ville. Mais à peu près partout ailleurs, c'est le cas. Et donc, quand vous avez une entreprise avec autant de personnes, en fait, il y a probablement tout un tas de compétences que vous ne connaissez pas. Et nous, on le voit, en fait, quand on intervient sur le terrain, on a toujours un infirmier qui était passionné d'informatique et qui a fait un truc fantastique. Ben, comme il est passionné, il est probablement très bon, mais c'est une compétence que l'établissement n'a pas mobilisée, en fait. Et probablement que dans ces organisations, on devrait aussi travailler, en fait, sur la mobilisation de toutes les compétences non exprimées. Je suis sûr qu'un hôpital peut se débrouiller sur énormément de sujets de manière autonome, à place de passer par des sociétés de conseil ou des choses comme ça parfois. Et ça aussi, c'est un vrai sujet pour l'innovation, parce que quand vous êtes capable déjà de manager votre écosystème interne, vous êtes aussi capable d'innover par vous-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour cette première entrée en matière. Je te laisse la parole, cher Robin, pour peut-être ouvrir le débat. C'est passionnant parce qu'on peut définir le champ d'application de notre conférence. Si on se fie à la définition, il y a plusieurs thèmes qui m'intéressent. D'abord celui d'écosystème, qui nous intéresse à nous, l'écosystème en France, et je comprends qu'il y a l'écosystème hospitalier. Il y a aussi l'écosystème peut-être du campus, si on devait comparer le campus en Europe au campus américain. Le campus en France, il concentre essentiellement les étudiants et les professeurs. A contrario, aux États-Unis, si on prend l'exemple des États-Unis, mais aussi à Londres, ce sont des campus où il y a de la recherche, des étudiants, des investisseurs et des industriels. Donc le fait qu'il y ait ces 3-4 centres de gravité qui se côtoient permet selon moi de favoriser l'innovation, et notamment en matière de santé. So maybe je peux vous poser cette question à vous, ce que vous pensez de la différence. And I can also share with Ines. Ines, I was just saying that when we are all talking about ecosystem, we can identify that there is a big difference between the campus in France or in Europe and the campus in the United States. Because when you are looking at what's happening in the United States, you can see that in one campus you have a VC fund, you have research, PhD people, you have the industry itself. So all those people together are able to do something much better than us, according to me. So it is my next question. What are the key in Europe in order to foster this ecosystem, or to have a new ecosystem? Peut-être Enguerrand ou Denise ou... Shall I speak in English for Germany? I think that things are changing favorably in Europe. I think that the year that we had where everybody had to use Zoom meetings will have facilitated the idea that I don't have to be limited to the local
ecosystem. We can't hide the fact that there is 10 times more money in the investment funds in the United States, although there is much more in Europe than there used to be. And we can't hide the fact that in the US, there are science fairs. You now have children at the age of high school, like lycée, 15-year-old, 16-year-old, who are coming up with new ideas for treating cancer, some of which will work and some of which will not. But I've chosen to live for these past 20 years in France and to be positive. I think that here there's a lot of wealth of ideas and education. What I said earlier, I still feel. I think the trick is to give people from their earliest age more confidence. One of the worst things that I see in France is when you tell a student, tu n'auras pas le bac, you won't succeed. People need to think that they will succeed, and therefore they open up everything. They contact anybody, anywhere in the world, and they try to do something, and this will make things better. So we can't deny that you can't compare one country to another continent. That's why we have to work as Europe and try to improve things. But I see that this ecosystem is getting better and better here. There's so many ecosystems, people are connected. Comparing it to 5 years ago even, you have so much more opportunity. Startups are going to other countries, to Europe. Another issue that challenges France is the price of success. Somebody mentioned about Doctolib. I was disheartened to see that once Doctolib became very successful, French physicians started saying, we don't want this because it's too big, it's going to be a monopoly. But it isn't even big enough. It has to become much bigger if we want to achieve the European level mega companies that Macron is hoping for. Sure. Thank you, Denise. Ines, would you like to comment it? And please, could you also share with us why it's easier for you from Berlin to raise money in the United States? Because Berlin is a quite competitive place to raise money. You have a lot of funds. And once again, you are connecting healthcare with artificial intelligence. I'm mute. Yes, yes. So I'm not sure whether my example will generalize nicely across other entrepreneurs in Europe, but I will agree with my colleague on the panel that COVID has changed a lot. In other words, now getting deals done, whether it's for investment or business transactions, whatever they might be, it's way more common to do that over Zoom than what was previously allowed or encouraged or accepted. And as such, again, this is also fairly new to me because I started my company in Pittsburgh over 10 years ago, my first startup, as I was trying to complete my PhD at Carnegie Mellon. And at the time, again, this was 10 years ago, at the time it was difficult to raise money. Again, this was another US city, but it was difficult to raise money without being in Silicon Valley because investors were not willing to travel to somewhere remote every quarter. So you had to move to the Bay Area, and we did not do that because of some of our pre-existing relationships with Carnegie Mellon and some of the local funds. And so again, with COVID accelerating the whole digitalization of a number of businesses and functions, now we're seeing that there are investors out there in the US, some of them in Silicon Valley, that are willing to invest in a startup that is predominantly based out of Germany, but my co-founder is also in Israel, without seeing them first, meeting in person, or worrying about why they are remote. I think many startups have had the opportunity to take a global view against how they want to run their operations, and that is also being appreciated by investors in the United States. So I'm actively raising money from investors in Europe, in the US, in Israel, in Asia, and everybody is willing to invest so long as you have the right thesis, right team, with the right technology. So I think that is all good news, and I think one thing I would like to add to the European ecosystem is that
And I think that's the risk aversion in general. I think failure is not as widely celebrated in Europe. People don't like to talk about failures. People rather talk about success stories, and it's sometimes even, for lack of a better word, stigmatized to have failed and building something. But I would encourage my fellow entrepreneurs, whether they're still in school or they're running their company for the last 20 years. I encourage everybody in Europe to be more risk-seeking, more ambitious, and willing to fail and still get up and be ready to fail again. Because without the failing and learning processes, you won't be able to create groundbreaking, disruptive technologies or assume a leader position in the global balance here as far as China and the US are concerned. So I invite everybody to be willing to fail, be willing to try and get up and rinse and repeat. I think that's the right attitude towards entrepreneurship, and we as the European people have to celebrate those entrepreneurs who are willing to take all the risks to create a better society. And Ines, we invite you with your team in Paris, with your startup. You are welcome here. Thank you. Enguerrand, quelle est ta vision? Et puis, there is no fear. N'hésitez pas à poser vos questions en direct à nos invités. Elles vont enrichir le débat, sans doute. L'intérêt d'un écosystème, en fait, il est double. Denise a parlé de ce mot. Le premier, c'est la sérendipité. On va créer en fait des interactions et de ces interactions vont naître des choses parmi lesquelles en fait aucun des acteurs n'avait prévu. Et il y a un exemple que nous on a repris, qui est un format du MIT tous les mois. Au MIT, ils invitent 400 personnes dans la même salle et personne ne sait de quoi on va parler. Et donc vous êtes sûr d'avoir 400 personnes qui viennent de plein d'horizons différents et puis on commence justement en posant le sujet. On a essayé en France de faire venir des gens dans une réunion, on ne sait pas de quoi ça va parler, personne ne vient, mais... À l'ESCP, on le fait. Collaborons plus. Mais on a adapté un peu le format, si tu veux, en prenant des sujets très larges. On a fait la psychiatrie à Sainte-Anne, qui est un hôpital psychiatrique, ou la pédiatrie innovante à Necker, qui est un hôpital pédiatrique. Donc on peut le faire. Et donc là, tu crées de la sérendipité, donc tu vas faire se rencontrer justement des gens qui ont des inventions, des gens qui ont des problèmes, et parfois l'invention peut résoudre le problème, ils vont se mettre ensemble, et ça va fonctionner. C'est ce qu'on voit dans des formats comme les hackathons, des choses comme ça, on crée de la sérendipité. Donc l'écosystème, ça fait ça. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'écosystème, et les écosystèmes américains sont très bons là-dessus. En France, on a un peu plus de mal, c'est le recyclage des talents. Parce qu'aux États-Unis, quand on se plante, c'est une bonne chose. Et eux, ils se sont plantés, je vais les récupérer, comme ça, ils vont m'apprendre comment moi, je ne vais pas me planter. Alors qu'en France, c'est lui, il s'est planté, je n'en veux pas. Alors que justement, prenons ces gens-là. Et par exemple, la Silicon Valley est très forte, justement, pour reprendre, et vous regardez les backgrounds des gens qui réussissent dans la Silicon Valley, ils se sont plantés avec plein d'autres boîtes. Ils étaient PDG, fondateurs de plein de startups, ils se sont plantés, puis après ils sont allés travailler pour d'autres, on leur a donné une deuxième chance et ça fonctionne. Donc c'est ça le gros avantage des écosystèmes, c'est de créer des opportunités en fait, et puis c'est de recycler les talents, parce que ça c'est peut-être la grosse différence en fait en France avec plein d'autres pays. Malheureusement en France, est-ce qu'il y a une bonne valorisation des talents? Je prends le domaine du numérique. La compétence en informatique, elle ne s'additionne pas, elle se multiplie. Vous prenez 10 mecs moyens qui valent 1, ça ferait une équipe qui vaut 1, vous prenez un excellent développeur qui vaut 5, à lui tout seul il vaudra 5. Il fera un meilleur travail que les 10 autres. Je ne connais pas une entreprise en France qui serait capable de payer 10 fois en fait, ce que vaut un mec, s'il est, 50 fois même, si on veut faire. Et ça, c'est une vraie problématique. Et alors, dans la fonction publique, avec les grilles de salaire, alors là, c'est pas dur, c'est impossible. Ça, c'est une aberration, si vous voulez, Mais on voit en fait que le modèle français il est basé sur l'excellence. Vous savez, on a cette culture d'ingénieur et tout. Et c'est pour ça, dans des domaines où l'excellence prime encore, on est très bon. Le luxe, la gastronomie, toutes ces choses-là. Mais il y a plein de domaines où aujourd'hui, la norme, c'est le quick and dirty. On fait vite, mais sale. Et puis, on s'améliore en continu et on engrange des utilisateurs. Et quand notre concurrent français sort un truc qui est très bien, tout le monde est déjà chez nous. Et management du changement faisant, si on veut les récupérer, c'est très difficile et donc ils restent chez les Américains. Et cette culture-là aussi, mais qui est globale, qui pour le coup, cette fois-ci, pas que hospitalière, elle est beaucoup dans les entreprises, on le voit beaucoup, c'est une vraie problématique aussi française.
Merci Enguerrand. Marie-Pascale. Oui, je vais rajouter 2 mots sur l'écosystème. Je pense que ce qu'on peut vivre dès qu'on est dans le collaboratif, c'est l'écoute et la confiance. Or, tant qu'on ne se rencontre pas, on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas se faire confiance. Et en fait, c'est ce qui permet de faire émerger aussi des solutions, de dire quels sont mes problèmes. Voilà, moi, je suis dans tel secteur, voilà mes enjeux, voilà mes problèmes, et voilà ce que je cherche en fait. Et en fait, d'échanger ensemble, on va trouver en fait des solutions communes. Sauf qu'il faut se faire confiance. Pour faire confiance, il faut se connaître, il faut échanger. Alors, bon, avec le Covid, c'était compliqué, mais on a multiplié les Zooms. Et en fait, ça a permis on a tous envie de se revoir du coup en vrai maintenant, parce qu'on s'est fait confiance à un moment donné, on s'est dit les difficultés, on s'est dit les enjeux de chacun. Par exemple, quand on a échangé avec les laboratoires ont dit, ben voilà, nous, on cherche à créer du service à côté de nos produits. Oui, mais attends, si tu viens me dire ça et tu vas vendre ça à mes médecins, moi, tu vas me poser problème en tant qu'établissement de soins. Donc, en fait, voilà, on a échangé et à partir de ce moment-là, on arrive à travailler ensemble, s'écouter et créer ensemble et trouver des solutions. Et si on n'est pas ensemble, on ne peut pas trouver les solutions. Et donc, trouver les solutions pour que la start-up qui arrive avec son usage qui intéresse tout le monde, en fait, qu'elles puissent trouver sa place et à savoir rentrer dans cet écosystème. Parce qu'en fait, elles ont beaucoup d'idées, elles sont très bonnes, elles ont des produits très très bons, mais en fait, elles se plantent dès qu'elles sont face à l'écosystème santé en tant que tel, parce qu'elles ne savent pas à quelle porte aller, et puis comment parler à un établissement de soins, et comment parler à un labo, et comment parler... voilà. Donc moi, je suis la première à dire à une start-up, si tu commences à aller vendre ton outil au laboratoire avec la direction des achats de chez moi, on va déjà plus se parler. Parce qu'en fait, on n'est pas sur le même intérêt. Et moi, je pars de l'usage, je pars de la transformation, du change. Et là, tu es en train de rajouter quelque chose, une dimension en fait, de négociation tarifaire qui n'est pas mon job, en fait, qui n'intéresse pas en fait, l'infirmière, concrètement. Donc voilà, donc, je crois que l'écoute et la confiance, c'est dans l'écosystème qu'on l'a créé. Et pour avoir vu aussi des écosystèmes qui fonctionnent très très bien en Israël, ils sont très très forts, vous allez dans des centres entiers où là vous rêvez, hein. J'ai rêvé quand j'ai vu ça. En fait, vous avez vraiment sur un même lieu les universités, l'incubateur, le service de soins et puis l'industrie à côté, quoi. Voilà. Je peux juste ajouter, puisque vous parlez d'Israël, en fait, ils ont un nombre vraiment disproportionnel de sociétés de type licorne. Et c'est grâce à quoi? Pas mal de ces sociétés sont créées par des vétérans d'une section spéciale intelligence de l'armée. Et en fait, ça commence même avant. Les enfants sont élevés avec beaucoup de liberté, de faire des erreurs, de faire comme ils veulent. Après, il paraît qu'en entrant dans l'armée, qui est obligatoire, au bout de 2 jours, ceux qui observent choisissent ceux qui ont le potentiel d'entrer dans ce département spécial d'élite défense. Et ils passent par un bonding. They're so brought together during this time of war in the army, that afterwards, these are people that are likely to create together startups. So they're the beginning of an ecosystem. And if we compare this or contrast this with France, as I mentioned, children in school are not taught to trust in their own ability, and they have no opportunity to really spread their wings. And they're not taught enough about developing companies, because that's not necessarily the good path. So there's an unfortunate, and that's why you see so many Israeli startups go to the US. Marie-Pascale Enguerrand, on avait déjà abordé le sujet, je vais remettre le doigt dedans. On parle de contraintes, on comprend qu'il y a de multiples contraintes, elles peuvent être culturelles, elles peuvent être au niveau des impôts, elles peuvent être aussi au niveau juridique, la compliance, RGPD, etc. Vous êtes dans le domaine public notamment. Quelle est la solution? Est-ce que ce sont des fonds qui doivent intervenir, qui doivent injecter de l'argent pour mieux payer les talents qui sont au niveau 5, pour peut-être changer les modalités de fonctionnement? Je vous pose la question, quels sont les outils à votre disposition? Est-ce que... Je ne sais pas si
les levées de fonds et le fait que tu vales 1 milliard, c'est un bon indicateur. Theranos, par exemple, valait 2 milliards, c'était du bullshit absolu, ils avaient menti sur tout, et il y en a d'autres en puissance. Par contre, la force, si tu veux, du marché américain ou du marché canadien vis-à-vis du marché français, si on prend par exemple le numérique, le budget d'un hôpital, 1,8% du budget est dédié au numérique en France, 5,4% aux États-Unis, 3 fois plus. Et encore, ça c'est la moyenne. Les systèmes de santé hautement performants aux États-Unis, c'est jusqu'à 25% du budget. Donc déjà, si tes clients nationaux sont faibles, parce qu'en fait, si un hôpital veut innover, il y a une notion qui s'appelle le slack organisationnel, qui est très importante. C'est les ressources qu'il te restent en fait quand tu as fini de faire ce que tu avais à faire. La définition, on va dire, simple. Okay, donc les ressources financières, les ressources de temps, l'énergie, tout ça. L'hôpital, slack organisationnel, enfin l'hôpital public, moins quelque chose. Même pas zéro, tu vois, moins quelque chose. On n'a pas assez de ressources pour faire ce qu'on devrait faire. Le médico-social public, encore pire. Donc quand tu es une boîte française et que tu mets 2 ans à convaincre chacun des établissements, tu mets très longtemps à conquérir ton marché. Et pendant que tu mets très longtemps à conquérir ton marché, les autres, ils ont déjà tout le marché américain. Et fort de ce marché, ils t'écrasent. Parce que la différence, en fait, entre une levée de fonds et plein de clients, une levée de fonds, pour moi, c'est un succès transitoire. Ça doit te permettre d'accélérer, mais ce n'est pas ça qui fera ton succès. Parce que ça t'apporte de l'argent et c'est à peu près tout. Alors, il y a d'autres fonds qui se construisent où ils t'apportent un peu d'expérience, mais oui, mais ce n'est pas tes clients. Et tes clients, en fait, là où c'est extrêmement important, c'est qu'ils t'apportent de l'argent, okay, ils t'apportent des retours d'expérience sur tes produits et services pour les confronter à la réalité, les améliorer, tu vois, gérer toutes les notions d'interopérabilité et tout. Ils t'apportent de la confiance vis-à-vis des autres clients. Et c'est aussi des lieux d'expression de besoin pour développer des nouveaux produits et services. Donc c'est beaucoup plus riche d'avoir plein de clients que plein d'investisseurs. Et donc pour moi, ça c'est une des faiblesses en fait qu'on va avoir parce que... Alors après, le slack organisationnel, c'est pas qu'une question de moyens. C'est beaucoup une question de méthode. Nous, par exemple, on a créé un programme qui s'appelle HOSPIUP, qui est le guide de collaboration hôpitaux start-up. On a travaillé avec 140 établissements et 120 start-up pendant 2 ans et demi. On a eu beaucoup de discussions avec beaucoup de gens sur plein de choses. C'était très enrichissant. C'est mon adjoint qui a piloté ce programme. Il a fait un travail fantastique. Il s'appelle Guillaume Merci. Si vous voulez. Et en fait, et Bernard a participé. Et en fait, pendant HOSPIUP, on a interrogé tout le monde sur c'est quoi les principaux problèmes en fait, pour travailler avec l'hôpital public. Nous, on pensait contraintes réglementaires, achats publics, tout ça. Non. Les 3 premiers problèmes, le premier, c'est inertie dans la prise de décision. Ils mettent trop de temps à nous dire oui ou non. Après, c'est inertie dans l'exécution du partenariat. Ils ont dit oui, mettent encore 1 an à contractualiser, à machin, à lancer le truc et tout. Et 3e problématique, en fait, c'est la faible capacité d'achat innovant. Mais parce que le slack organisationnel, en fait, il est nul. Et si tu crées des directions innovation, en fait, et ça manque beaucoup dans les établissements, alors après, c'est pas créer un truc en silo, hein, parce que comme on l'a dit, l'innovation, c'est une activité transversale. Si tu crées vraiment une équipe qui est dédiée à ça, eh ben, tu vas réduire, en fait, tous ces irritants, tu vas augmenter ton slack organisationnel parce que tu as des gens qui seront dédiés à ça. C'est-à-dire que eux, leur activité, c'est ça. Donc tout de suite, tu réaméliores en fait ton slack organisationnel et généralement, l'innovation, elle va t'apporter de l'efficience. Tu as parlé des innovations organisationnelles. L'intérêt d'une innovation organisationnelle, c'est de faire ce qu'on fait, mais à moindre coût, de manière plus efficiente et tout ça. Donc tu vas générer en fait des gains là-dessus et ces gains-là, tu peux les réutiliser pour acheter d'autres choses innovantes. Et je pense qu'il faudrait, tu vois, avoir un programme, alors on en parle actuellement avec BPI, alors dire, parce qu'en fait tu veux créer une centaine de directions innovation, ça te prendrait 60 millions d'euros, un truc comme ça. Et combien ils ont investi 2 fois 60 millions d'euros dans tout un tas de petites startups, tu investis ça dans l'hôpital public, en fait, ou même dans l'hôpital de manière générale, tu prends 100 établissements, tu vois, et tu crées un vrai levier, en fait, pour faire en sorte que nos startups, eh ben, ils puissent intégrer plus facilement l'hôpital, conquérir plus facilement leur marché et fort du marché national, eh ben, tu vas attaquer les autres. Merci, il nous reste. Alors on va faire une chose, on est en direct et on a une large audience, qui n'est pas qu'en France, qui est européenne, qui est mondiale. On va laisser l'occasion à chacun de nos conférenciers de dire un dernier mot. Inès, we still have 10 minutes, so if each of you will speak for 1-2 minutes in order to have your final remarks.
Et après, on laissera l'occasion, lorsqu'on finira le Zoom, on laissera l'opportunité à ceux qui sont dans la salle, donc à vous, de poser vos questions si vous en avez. Et enfin, nous irons prendre ce verre de l'amitié au rez-de-chaussée. Donc, Inès, maybe you would like to say your last words. Sure. I didn't get to provide a whole lot of perspective, entrepreneurship perspective on healthcare, AI, and innovation. And that being said, the last 18 months have been particularly interesting, and I am pleasantly encouraged, pleasantly surprised by the entire, ecosystem, not just in Europe, but healthcare ecosystem at large, globally speaking. I think now is a turning point for the entire healthcare community, whereby the appetite for new innovations, new technologies, new services, data-driven or otherwise, has really peaked. I think COVID has peaked digital health awareness, and now the cases are subsiding. I think many organizations, whether they're from the provider side or payer side or technology side, doesn't matter. I think we'll see a lot more collaboratives accelerating the pace of innovation in healthcare in the coming years. So I think that is one silver lining that we've gotten from COVID. But thank you for the opportunity to share my experience today. Faire circuler la conversation pour le... Eh bien, Denise, main droite. Peut-être Enguerrand. So if I want Enguerrand Inès to understand, I think that we have an opportunity because COVID showed also the brilliance and creativity of the people who work in the hospitals. I'm sure that there are other people who could show this, but in particular in French hospitals, when we gave them the freedom to come up with ideas, they came up with amazing things, like having 60 3D printers working in a room in the Assistance Publique. And what I'm afraid of is that now that the height of the crisis is a little bit behind us, that we might go back to the organization that stifles, that frustrates all of this creativity. And I think it would be really great if we could find a way to pursue it. The second thing that I would say is that there could be an audit amongst the couple of hundred of startups to divide France into, to create sort of groups that would reflect one particular avenue. Like, we're very strong in virtual reality. There are a number of French companies doing therapy with virtual reality. This could be an area that maybe Business France or the French government could boost. At the same time, of course, leaving free rein to all of the companies to go as far as they can. So those are two things that are on my mind. I think we only scratched the surface today of this question, but you can see that there are cultural issues, there are educational issues, there are organizational issues that go beyond the question of money to make good use of the increased amount of funds that we now have. Thank you. Merci Denise. Marie-Pascale. Je vais conclure en parlant de deux choses qu'on n'a pas forcément abordées. La première, c'est en effet, laissons le terrain innover, je suis d'accord, mais laissons aussi, donnons les moyens de cette transformation. Le gouvernement ne cesse de donner des subventions sur de l'achat de matériel, l'achat de solutions, et on réclame depuis pas mal de temps, déjà depuis au moins 2 ou 3 ans, des moyens de transformation. Voilà. Et on me dit, mais non, c'est les startups ou c'est les SS2I qui vont vous transformer. Non, ce n'est pas leur métier, elles ne savent pas. Il faut des gens de métier qui accompagnent ceux qui sont sur le terrain, en fait, pour les faire valoriser en fait leur idée. Et on ne peut pas concevoir qu'une infirmière travaille encore avec un DECT, avec des outils qui sont d'arrière-garde, et quand elle rentre chez elle, elle est avec son WhatsApp et elle est dans le digital. Donc ce sont des jeunes, des infirmiers, des infirmières, voilà, ce sont des gens qui sont prêts à changer, mais on ne leur donne pas les moyens en fait d'amener ce changement dans l'établissement. Deuxième révolution qui est importante et où là tout le monde se fiche parce qu'on se dit comment on va y aller, c'est la data.
Donc tout ce qui est data est crucial, donc tout le monde est en train de se regarder. Où va aller la data, qui va faire... On se fait tous peur par rapport à ça. Et alors qu'on est, nous, déjà, alors par exemple pour le groupe, on est en train de se dire déjà, est-ce qu'on a une data propre, exploitable? Est-ce que... Voilà, donc en fait, avant de phosphorer, de se faire peur sur qu'est-ce qu'on va faire de la data, essayons déjà de faire en sorte qu'on ait quelque chose qui soit exploitable pour après l'utiliser en aide au diagnostic, en prédictif, etc. Donc en fait, on n'a pas ces deux moyens-là. On ne les a pas en fait à l'hôpital, comme dans les cliniques, pour avancer vite. Et pourtant, on a les gens qui veulent faire et les compétences. Voilà. Donc il faut nous aider pour qu'on puisse les accompagner. Voilà. Merci Marie-Pascale. Moi, je reprendrai des choses qui ont été dites. Vous l'avez compris, l'innovation, c'est avant tout une question de méthode, que ce soit pour la création, l'animation d'un écosystème, que ce soit pour l'animation des processus d'innovation. C'est beaucoup de la transformation. C'est la période la plus cruciale. 60 à 80% des projets hospitaliers innovants échouent pendant cette étape. Donc moi, je ne ferai qu'un vœu, c'est quand est-ce qu'on va libérer en fait le terrain pour qu'il puisse innover. Et pour ça, on a besoin de libérer son slack organisationnel, donc de lui permettre de s'organiser sur cette fonction qui est aujourd'hui pas faite. Donc c'est une problématique et de culture et de financement. Et puis repenser le système de santé aussi dans une approche justement qui permet en fait l'amélioration continue et pas qui fige des existants et qui avance à chaque fois petit pas par petit pas. Voilà. Ce dialogue et la démonstration qu'il y a des talents, qu'il y a des outils en France, en Europe qui sont à notre disposition, et puis c'est à nous de définir les écosystèmes, les envies pour développer tout ça en confiance. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié des uns et des autres, c'est cette question de culture. C'est aussi à nous, les générations, avoir suffisamment confiance en nous et en nos enfants pour relever ces défis. The last word in English I would like to say is that I would like to thank France Amérique for organizing this conference. It was the section innovation tackling this topic today. One more thank for our partners, Siemens, but also Manager Santé, ESCP alumni, Berkeley Global Society, including the Institute of Technology and Innovation. So thank you again for following us from diverse channels today, and we are looking forward to welcoming you soon in France Amérique. Thank you again.